Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour nous et un bonheur de vous savoir nombreux à votre rendez-vous Matin Libre Politique. C'est cette émission qui vous permet de scruter un peu et d'écouter les regards de nos invités au travers des thématiques. Aujourd'hui, nous parlerons des 65 ans d'indépendance du Bénin. Quelle situation pour les travailleurs béninois et pour l'exercice de ce matin. Nous recevons pour vous un acteur du monde syndical au Bénin. Il n'est plus à présenter, mais nous allons le présenter tout de même. Il est Alessandre Adjina, il est responsable syndical, il est enseignant au niveau du secondaire, il est notamment le responsable, le secrétaire général du SNES TFP Bénin. Bonjour Alessandre Adjina. Bonjour monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, je me porte très bien. J'espère que vous avez bien célébré la fête de l'indépendance. Oui, nous l'avons bien célébré. Voilà, la première question à vous ce matin, c'est de savoir comment se porte la lutte syndicale au Bénin. Merci. Et avant de répondre à cette question, je voudrais saluer tous les téléspectateurs et les téléspectatrices et saluer également toutes les Béninoises et tous les Béninois, sans oublier les travailleurs, notamment les enseignants, pour dire que au Bénin, aujourd'hui, le mouvement syndical est à la croisée des chemins. À la croisée des chemins parce que nous avons une histoire de la lutte syndicale au Bénin. Et nous avons connu nos aînés qui nous ont précédés et grâce à qui les travailleurs ont eu beaucoup d'acquis. Et nous avons appris à leur côté et nous avons également fait nos armes pour acquérir de l'expérience à leur côté, pour prendre un certain nombre de responsabilités, parce que c'est une question de génération. Exactement. Et il faut dire que depuis 2016, il y a eu ce que le régime de la rupture a appelé des réformes. Des réformes. Et je dois rappeler un peu l'histoire pour montrer la bonne foi dont ont fait preuve les leaders des organisations syndicales, puisque vers la fin du régime du président Boni Yahi, on agitait déjà ce qu'on a appelé la charte nationale pour le dialogue social. Exactement. Et comme c'était la fin d'un régime, les secrétaires généraux des confédérations et centrales syndicales se sont dit, bon, ce n'est pas en fin de mandat qu'il faut signer cette charte-là, mais il faut attendre, sinon l'idée avait déjà germé depuis ce régime-là. Mais avec l'avènement du régime de la rupture, la question de la charte nationale du dialogue social a été remise sur le tapis, puisque le Bénin n'est pas le premier pays à adopter une charte nationale du dialogue social. Ça s'est passé au Sénégal à côté. Donc, avec l'avènement du régime de la rupture, le document a été finalisé et les organisations syndicales ont apposé leur signature. Puisque dans cette charte-là, il y a des engagements aussi bien de l'État, côté du gouvernement que des organisations syndicales. Et il y a également des obligations. Donc, lorsque cette charte a été élaborée, l'objectif est de faire en sorte que le dialogue soit fécond, que le dialogue soit productif. Et l'une des obligations, l'un des engagements du gouvernement, au niveau notamment de l'article 6 de cette charte-là, si mes souvenirs sont bons, c'est de consulter les organisations syndicales des employeurs et des travailleurs sur tout projet de réforme, tant dans leur conception que dans leur mise en œuvre. Très bien. Mais cela a été inscrit normalement. Oui, mais nous avons constaté, chemin faisant, que les dispositions de cette charte-là ne sont pas respectées. Et la structure, le Conseil national... Est-ce que cela
c'est une obligation pour le gouvernement de le faire ou bien c'est à titre facultatif? Non, ça fait partie des obligations Très bien. du gouvernement. Ça fait partie des obligations du gouvernement. De la même manière, Oui. avant tout déclenchement de mouvement de grève, Oui. les organisations syndicales doivent tenter, et ça c'est prescrit par la loi sur la grève, hein. Les organisations syndicales doivent aussi tenter les négociations et c'est en cas d'échec qu'on peut pouvoir donc brandir cette grève. Donc, il y a des obligations de part et d'autre. Mais nous avons constaté que le gouvernement ne respecte pas ces obligations. Et les réformes ont commencé sans que les représentants des travailleurs ne soient associés à cela. Jusqu'au point où le Conseil national du dialogue social, présidé par le secrétaire général honoré, l'ancien secrétaire général de la CSA Bénin, oui, Guillaume Matibé, a été dissous. Le Conseil national du dialogue social a été dissous. Et donc ça n'existe plus? Donc ça n'existe plus. Je crois que cela n'est pas à l'avantage du dialogue social. Et tout ce qui a été fait comme travail, le mécanisme mis en place et tout ça là, si on met en place une institution du genre, une structure du genre pour faciliter le dialogue social, on n'applique pas les dispositions et on en arrive à dissoudre la structure, cela pose un véritable problème. Est-ce qu'il n'y a pas des raisons qui ont milité à cette dissolution? Bon, moi je ne connais pas les raisons et aucune raison valable n'a été évoquée. Donc ça c'est... la charte a été élaborée en 2016, je l'ai dit, et finalement le Conseil national du dialogue social a été dissous. Et en dehors de cela, j'ai parlé tantôt des réformes, parce que le régime de la rupture a parlé de réformes et nous avons assisté à la prise d'un certain nombre de lois. Nous avons par exemple la loi 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation de contrats en République du Bénin. Cette loi a été prise en 2017 déjà. Et après ça, c'est vrai, la loi portant statut général de la fonction publique a été déjà votée sous le régime du président Boni Yayi en 2015. C'est d'ailleurs la loi 2015-18 du 1er septembre 2017. Puisque la loi n'a pas été promulguée, la Cour l'a rendue exécutoire en septembre 2017, notamment le 1er septembre. Donc, c'est devenu la loi 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique. Donc, après avoir rendu exécutoire cette loi, qui tient compte désormais des différentes catégories d'agents de l'État, puisque on avait la loi 86-013 du 26 février 1986 portant statut des agents permanents de l'État, jusque-là. Donc, on ne parlait pas de statut général de la fonction publique. Donc, la nouvelle loi, c'est la loi portant statut général de la fonction publique, qui prévoit 3 catégories d'agents publics, à savoir les fonctionnaires de l'État, les agents contractuels de droit public de l'État et les agents des collectivités locales. Parce que la loi de 86 n'avait pas tenu compte de ces évolutions, catégories de fonctionnaires. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Le gouvernement de la rupture a introduit encore de nouvelles modifications dans la loi portant statut général de la fonction publique. Si bien qu'il y a une disposition qui précise clairement que même si l'agent de l'État est licencié de façon abusive, il n'a pas la possibilité de porter plainte devant les juridictions pour être réintégré. En fait, c'est vous qui l'interprétez ainsi ou ça a été écrit? Non, mais c'est écrit noir sur blanc.
Est-ce que vous voyez? Et en dehors de cela, il y a des dispositions qui ont été alignées sur celles de la loi sur l'embauche. Parce que en cas de licenciement, le dédommagement varie de 3 mois à 9 mois. Est-ce que vous voyez? Donc, cette disposition-là a été introduite dans la nouvelle loi. De la même manière, la loi portant exercice du droit de grève a été relue. Donc, nous avons eu droit à la loi 2018-34 du 5 octobre 2018, modifiant et complétant la loi 2001-09 du 21 juin 2002, portant exercice du droit de grève. Après 2018, il y a eu une nouvelle relecture de la même loi en 2022, la loi numéro 2022-21 du 19 octobre 2022, modifiant et complétant la loi 2001-09 du 21 juin 2002, ainsi de suite, si bien que les libertés ont connu une restriction terrible. Ça, il faut avoir le courage de le dire. En fait, vous faites tout ce parcours-là pour montrer que la lutte ne se porte pas bien, la lutte syndicale ne se porte pas bien, c'est ça? Vous constatez avec moi que on a réduit les marges de manœuvre des organisations syndicales. Ah, parce qu'il y avait abus. Parce qu'il y avait abus. Non, ce n'est pas une question d'abus, parce que notre pays a ratifié 2 conventions phares de l'OIT. Il y a la convention numéro 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un pays qui ratifie cette convention ne doit pas porter atteinte à l'exercice du droit syndical. Est-ce que vous voyez? Il y a également la convention numéro 98 sur la question des négociations. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a ces 2 conventions phares-là. Mais il faut dire que on est passé à une extrémité qui n'honore pas notre pays, parce que dans les autres pays, c'est vrai, nous voyons comment le dialogue fonctionne. On peut avoir la possibilité d'aller en grève, mais compte tenu du mécanisme mis en place pour que le dialogue soit fécond, les travailleurs peuvent ne pas se sentir dans l'obligation d'aller en grève. Ça, c'est très important. Donc, avec cette nouvelle loi sur la grève, qu'on a modifiée à plusieurs reprises, la grève est devenue un délit parce qu'on a tellement corsé les conditions, si bien que... Bon, vous avez tout de même 10 jours par an. Oui, 10 jours par an, mais il faut aller lire toutes les conditions qu'il faut réunir et tout ça. Et si les conditions ne sont pas réunies, c'est que vous pouvez être emprisonné, on peut vous arrêter et tout ça. Ce n'est pas ça qui fait peur aux travailleurs en réalité. D'accord, qu'est-ce qui fait peur alors? Non, rien ne fait peur aux travailleurs. Il faut que nous nous organisions autrement, puisque j'ai dit, le mouvement syndical est à la croisée des chemins. Est-ce que vous voyez? Donc, ces nouvelles réalités-là, nous travaillons à faire comprendre ça à nos mandants, à nos militants. Et il arrive que nous organisions des mouvements d'humeur, ça ne manque pas, des sit-ins parfois, parce que pour organiser une marche aussi, c'est tellement corsé et tout ça. Donc, les travailleurs ont été confinés dans des lois qui ont réduit leur marge de manœuvre. Et dans le même temps, on n'a pas fait en sorte que le dialogue social soit fécond, soit productif. Mais il y a des négociations qui s'organisent, coordonnées par le ministre d'État, Abdoulaye Biachade. Justement, lorsque vous prenez le décret qui régit le fonctionnement de la commission permanente de négociation entre le gouvernement, les organisations syndicales et le patronat, il est prévu 2 sessions ordinaires par an. Donc au moins une session par semestre, et des sessions extraordinaires sont également prévues. Mais qu'est-ce que nous constatons? Puisque nous disons ces choses-là pour que ceux qui nous dirigent prennent conscience
de l'urgence que constitue le dialogue social, les négociations, afin que les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs soient réglés. Parce qu'il y a des problèmes qu'on peut régler au niveau sectoriel, mais il y a des problèmes qui ne peuvent être réglés qu'au cours des négociations de la grande commission gouvernement central et patronat. Donc, nous constatons que les délais ne sont pas respectés, la périodicité n'est pas respectée, et il arrive que les représentants des organisations syndicales écrivent même au gouvernement pour demander les négociations, mais ces négociations ne s'ouvrent pas. Tout récemment, on a annoncé une session de négociation vers, je crois que ça doit être courant mois de mai, et tous les travailleurs pensaient que cette session de négociation allait aborder les préoccupations des différents secteurs, secteur public, secteur parapublic et privé, mais il y a eu seulement l'ouverture. On a reprogrammé une autre séance qui n'a pas eu lieu jusque-là. Et lorsque vous écoutez les représentants des organisations syndicales et même les militants, c'est une déception totale pour dire qu'on doit faire l'effort de promouvoir la négociation, de se retrouver autour d'une même table pour échanger par rapport aux problèmes des travailleurs. Mais il y a quand même certains qui pensent que, ou beaucoup qui pensent que, même sans négociation, il y a beaucoup plus de résultats réalisants aujourd'hui, mieux qu'hier. Bon, moi, je ne sais pas si il y a de résultats, parce que il y a un chapelet de problèmes. Et si nous devons commencer à les égrener, puisque tous les travailleurs, il y a les problèmes transversaux. Très bien. Est-ce que vous voyez? Lorsque nous prenons la loi portant statut général de la fonction publique, je voudrais commencer par là. Il est prévu que les travailleurs aillent jusqu'à l'échelon 15 avant de finir. Avec la loi portant statut des agents permanents de l'État, ça s'arrête à l'échelon 12. Mais on a prévu que cela aille à l'échelon 15. Ça, c'est prévu par la loi portant statut général de la fonction publique. Et lorsqu'une loi prévoit une disposition du genre, il faut prendre les décrets et les arrêtés d'application. Les décrets et arrêtés d'application n'ont pas été pris, si bien que depuis bientôt 5 ans, des travailleurs ont été bloqués à l'échelon 11. Lorsque vous êtes B1 11, alors que des gens ont droit déjà à l'échelon 12, qu'ils soient en B, qu'ils soient en A, tous les travailleurs de tous les secteurs, de tous les ministères sont bloqués à l'échelon 11, qu'ils soient en B ou en A. Certains ont fait valoir leur droit à une pension de retraite et ils n'ont pas eu l'échelon 12 auquel ils ont droit. Et cette situation est restée telle jusqu'à l'heure où nous vous parlons. Cela pose un véritable problème parce que lorsqu'on a l'échelon 12, il faut aller à 13, 14 ou 15. Aussi, il faut procéder à une relecture de la loi pour qu'on s'en tienne à l'échelon 12 comme par le passé, mais il faut le faire. Mais rien n'est fait. Il y a eu différentes rencontres lors des sessions de négociation. Vous n'avez pas évoqué ça? On l'a toujours évoqué. On dit, bon, ça va être décanté. Et tantôt, on promet le mois qui suit et tout ça là. Bientôt, 4 ans, 5 ans que les travailleurs sont bloqués. Et certains sont admis à la retraite. D'autres sont décédés. Mais quand on va régler ce problème-là, comment est-ce qu'on va procéder pour que ceux qui sont décédés là, que leurs ayants droit puissent bénéficier de cela? Les travailleurs ne sont pas à l'aise. J'ai droit à un échelon. La vie coûte de plus en plus cher. Il n'y a pas une augmentation substantielle qui accompagne la cherté de la vie. Et ce qui constitue un droit pour les travailleurs, ils ne reçoivent pas ça. Mais c'est de la frustration. Et lorsque nous laissons cette situation, qui est une situation transversale, qui dérange tous les travailleurs parce que tout le monde subit ça, mais il y a les problèmes de carrière. Dans tous les secteurs, il y en a.
Problème de carrière. Oui, les problèmes de carrière. Pourtant, il y a eu quand même une amélioration, Alessandre Aguinan. Bon, moi, je ne sais pas ce que vous appelez nette amélioration. Si nous devons commencer à évoquer les problèmes de carrière, là, vous allez constater que, puisque moi, je maîtrise mieux le secteur de l'éducation, je dis bien, il y a des problèmes de carrière, des problèmes de reclassement, d'avancement, de reconnaissance de diplômes dans presque tous les autres secteurs. Mais au niveau du secteur de l'éducation, je voudrais commencer par parler des problèmes de carrière. Par exemple, les enseignants qui ont été recrutés, je l'ai dit et je le répète souvent, c'est seulement dans le secteur de l'éducation qu'il faut recruter des titulaires du diplôme académique parce qu'on estime que, bon, ils peuvent être déjà à l'œuvre avant de recevoir la formation professionnelle. Sinon, lorsqu'on recrute un agent au profit du ministère de l'économie et des finances, on le forme d'abord avant qu'il ne prenne service. C'est pareil pour les magistrats. Lorsqu'on recrute un policier, on ne l'envoie pas sur le terrain. On le forme d'abord. On reçoit une formation. Mais dans le secteur de l'éducation, on estime que, bon, ils ont le minimum coût pour commencer d'abord. Et en principe, 3 ans après, on doit pouvoir envoyer un enseignant recruté en formation en vue de l'obtention du diplôme professionnel. Ce que nous appelons la formation initiale. Donc, si quelqu'un est recruté avec le bac au niveau du primaire, il doit faire le CAP, puisque on ne recrute plus avec le BPC maintenant. Donc, le CEAP, certificat élémentaire d'aptitude pédagogique, est en train de disparaître. Si quelqu'un est recruté avec la licence, il doit être formé pour obtenir le BAPES ou le BAPET. Si c'est la maîtrise, il doit obtenir le CAPES ou le CAPET. Mais nous avons des collègues, des promotions. C'est maintenant que les arrêtés de mise en formation ont commencé à sortir progressivement, puisque des contractuels ont été recrutés en 2009. Ceux-là ont été formés. Il y a des retardataires qui ont été envoyés en formation. Et je profite de l'occasion pour saluer la mémoire du ministre Yves Kouarochabi, qui est resté à l'écoute des responsables du sous-secteur des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle pour que cette formation puisse démarrer. 2012, 2014, 2016, ils ont été envoyés en formation en 2022. Mais jusque-là, ça fait 13 ans pour certains, et 11 ans pour d'autres, 9 ans pour ceux qui ont été recrutés récemment en 2016. Mais ils gagnent le même salaire. Parce que malheureusement, lorsque vous n'êtes pas reclassé, vous ne changez pas de statut. C'est la réalité. Et donc le salaire reste le même. Le salaire est resté le même. Mais qu'est-ce qui peut bloquer après avoir mis des agents en formation? Qu'est-ce qui peut bloquer les arrêtés de mise en formation? En fait, un arrêté, ça se prend ou il y a des dispositions, il y a une procédure d'abord ou qu'est-ce qui bloque concrètement? Mais en temps normal, on ne devrait pas envoyer d'abord les gens en formation et prendre l'arrêté après. L'arrêté de mise en formation devrait précéder la mise en formation. Mais souvent, on envoie d'abord en formation et on prend l'arrêté par la suite. Et les arrêtés, tous les arrêtés ne sont pas encore disponibles. Mais quand les arrêtés deviennent disponibles là, il faut sortir les décisions d'admission. C'est vrai, il y a des écoles normales qui ont commencé surtout à Nati Tengu. Les décisions sortent déjà, mais les choses n'évoluent pas. Vous auriez souhaité une certaine célérité au niveau de l'école normale supérieure de Porto-Novo et à l'INSET, à l'école normale supérieure de l'enseignement technique de l'OCOSA, les choses n'évoluent pas comme on l'aurait souhaité. Donc, ceux-là sont bloqués. Et dans le cadre de cette formation, il y a des titulaires. D'abord, il y en a qui ont été recrutés avec des diplômes professionnels, c'est-à-dire les promotions 2014 et 2016. On leur a privé, on les a privés de 4 ans. C'est-à-dire, il y a deux échelons qui doivent gagner, mais on a grillé 4 ans. Mais nous estimons que mais pourquoi? Quelle était la raison? Quelle est la raison? Je crois que
il n'y a pas de raison puisque... Ah ben, il y a toujours une raison, Alessandre Aguinan. Il y a toujours une raison pour quelque chose. Les tests n'ont pas prévu qu'on traite les collègues concernés de cette manière-là. Parce que il y a des agents de santé de la même promotion qui ont été recrutés en 2014, mais qui n'ont pas subi ce sort-là. Ça veut dire que 4 ans de perdu, ça fait 2 échelons. Donc, au moment où ces agents de santé-là sont en A1-7 par exemple, les autres vont se retrouver en A1-5. Il faut voir en matière de coûts. Donc, c'est une injustice qui doit être corrigée et nous avons espoir que nos dirigeants sont à l'écoute et ils vont prendre des dispositions pour que cette injustice-là soit corrigée. Les 4 ans de CDD qu'on n'a pas reconnu aux contractuels, aux enseignants contractuels des promotions 2014 et 2016. Très bien. Mais au-delà, il y a la question des licences professionnelles obtenues dans les écoles et instituts de notre pays. Puisque dans le rang de ces enseignants des promotions 2014 et 2016, il y en a qui ont été recrutés, qui ont fait soit l'EPAC ou bien l'INSET de l'OCOSA, qui ont été recrutés avec la licence professionnelle. Lorsque nous prenons le décret portant régime juridique d'emploi des agents contractuels de l'État, au niveau de l'article 10, on a précisé les catégories et il est clair que la licence professionnelle obtenue dans une école ou un institut de notre pays équivaut à la maîtrise académique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les intéressés doivent être classés en A3-1 au départ. Et lorsqu'on les met en formation, on va les former pour qu'ils passent en A1. Mais malheureusement, on a considéré les intéressés comme s'ils avaient obtenu une licence académique, alors que c'est une licence professionnelle. Est-ce que ce sont eux tous ou... Oui, ils sont nombreux à se retrouver dans cette situation, mais dans le même temps, il y a quelques-uns pour qui la licence professionnelle a été reconnue. Donc, c'est une injustice qui doit être corrigée. Mais justement, quand vous parlez d'injustice, qui a causé cette injustice? Parce qu'il y a d'autres quand même qui ont été reconnus. Ce sont ceux qui gèrent, ceux qui nous gèrent, ceux qui gèrent la carrière, qui ont créé ce sont nos autorités, ce sont nos dirigeants. Elles se voient. Parce qu'il y a eu des rencontres par rapport à ça, mais il faut dire que même le Conseil national de l'éducation n'a pas pu trancher cela, alors que les tests sont clairs. On ne peut pas avoir une licence professionnelle et être logé à la même enseigne que celui qui est détenteur d'une licence académique. Donc, très bien. Il y a ces problèmes de carrière-là qui n'ont pas été réglés. Lorsque nous prenons les professeurs adjoints de plusieurs promotions, il y a des promotions avant 2008, promotion 2008, promotion 2009, et ceux qui sont en train d'être formés vont rejoindre encore le rang 2012, 2014 et 2016. Mais qu'est-ce que les tests sont prévus? Parce que lorsqu'on parle de l'amélioration de la qualité de l'offre éducative, il faut respecter les tests qui existent en matière de gestion du système éducatif. Au primaire, je crois que les choses évoluent comme cela se doit, parce que lorsque vous avez le CEAP, 3 ans après, vous passez le cap écrit. Après avoir passé le cap écrit, vous passez la pratique, et même en cas d'échec, vous conservez votre admissibilité en cas d'échec au niveau de la pratique et vous reprenez. De la même manière, le décret portant statut particulier des personnels enseignants de l'enseignement du second degré a prévu, nous avons le plan de carrière, mais ce qui manque à notre sous-secteur, c'est le plan de formation. On devrait prendre les arrêtés pour organiser la mise en formation des professeurs adjoints. Il y a des professeurs adjoints qui ont été recrutés, des agents recrutés avant 2008, à des 2005, 2006, ils sont professeurs adjoints et après plus de 20 ans de carrière maintenant, ils demeurent professeurs adjoints. Alors que les tests sont prévus
qu'on retourne en formation les intéressés quand ils ont fini de passer 3 années dans la catégorie A échelle 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on forme l'intéressé en tenant compte des 3 années après son recrutement, on le forme, il passe encore 3 ans en tant que professeur adjoint. On prend les dispositions pour l'envoyer en formation et s'il est de l'enseignement technique, il va obtenir le CAPET. S'il est de l'enseignement secondaire général, il va obtenir le CAPES. Mais il y a beaucoup de promotions qui attendent. Moi-même qui vous parle, je suis concerné. Professeur adjoint, formé depuis 2012 à l'École normale supérieure de Porto-Novo, prof de français. On devrait nous permettre de retourner dans les écoles normales depuis 2015 ou tout au moins à partir de janvier 2016. Mais plus de 13 ans après, nous sommes demeurés professeurs adjoints. Et qu'est-ce qui... vous avez essayé de comprendre qu'est-ce qui bloque cet état de choses? Non, mais il faut une volonté politique. Et vous trouvez que la volonté politique n'y est pas? Non. Nous constatons malheureusement que la volonté politique n'y est pas. Alors que c'est une urgence, Les professeurs certifiés deviennent rares et chaque année, ces aînés-là font valoir leur droit à une pension de retraite. Et malheureusement, ce sont les professeurs adjoints qui interviennent dans les classes de second cycle, alors que le même décret est clair. Lorsque vous êtes professeur adjoint, vous intervenez au premier cycle, et lorsque vous êtes professeur certifié, vous intervenez dans les 2 cycles, au premier et au second cycle. Et malheureusement, on a à peine 5% de professeurs certifiés sur un effectif total de près de 13 000 enseignants. Très bien. Et donc, ces questions devraient être débattues, lors des séances de négociation. Il faut de la volonté politique pour permettre que ces professeurs adjoints-là retournent en formation, parce que cela va contribuer à l'amélioration de l'offre éducative, puisqu'il n'est pas normal qu'un pays qui veut d'une éducation de qualité puisse maintenir des professeurs adjoints dans cette situation et accepter qu'ils interviennent au second cycle. En principe, ces professeurs adjoints-là ne devraient pas intervenir au premier cycle, parce que tout le monde est en train de tricher avec les tests là. Le gouvernement doit faire en sorte que ce soit les professeurs certifiés qui interviennent au second cycle. Mais puisque ça arrange le gouvernement et les professeurs certifiés ne se sont pas organisés pour abandonner en principe ces classes de second cycle, le gouvernement s'y plaît et ça continue. Bon, on va pas dire que ça arrange le gouvernement. On va pas dire voilà. Système éducatif. Donc, en tout cas, vous voulez que... Nous allons rencontrer les différents acteurs parce que, bon, on en parle depuis des années, mais rien n'a bougé. Donc, nous allons prendre notre bâton de pèlerin ensemble avec d'autres leaders syndicaux pour organiser des rencontres et nous faire entendre davantage. Très bien. Voilà. Mais on va le faire davantage. Voilà, merci beaucoup à vous, Alessandre Aguinan. Et quand vous parlez quand même des enseignants, vous savez, depuis quelques années, nous sommes en train de faire cette expérience des aspirants au métier d'enseignement. Quelle est la situation aujourd'hui? Vous êtes responsable syndical, vous entendez certainement des choses. Il y a des promesses du gouvernement pour le reversement par l'eau de ces enseignants-là. Dernièrement, il y a eu cette lettre ouverte également de ces responsables d'aspirants au métier d'enseignement. L'un dans l'autre, quel est le regard que vous avez? Merci. Je crois que l'urgence, c'est le reversement des AME, les préinsérés, puisqu'ils sont en situation de préinsertion qu'on appelle AME, c'est leur reversement en agent contractuel de droit public de l'État. Et il faut dire que ce combat, c'est notre combat, et les différents responsables des aspirants le reconnaissent. Et nous en avons tellement parlé au point où on se demande si nous-mêmes nous sommes aspirants. Oui, moi je dis aspirant, je le suis, pour ne pas dire je l'ai été, elle se voyait, parce que ce n'était pas les mêmes dénominations. Et lorsque vous avez souffert aussi, vous avez vu les conditions dans lesquelles ceux qui ne sont pas
agents de l'État travaillent, comment on les traite. Si vous avez vécu tout ça, vous devez vous battre pour que ceux-là deviennent des agents de l'État. Et lorsqu'ils vont devenir agents de l'État, c'est le système éducatif qui gagne. Puisque ceux qui sont en fonction ont même intérêt, ont tous intérêt à ce qu'on les reverse, puisque nous sommes dans un système de retraite par solidarité. Ce sont ceux qui sont en fonction, qui cotisent pour qu'on paye les pensions. Et cela va permettre de renflouer les caisses du Fonds national de retraite. Et lorsque nous parlons de reversement, il faut dire que ces enseignants-là ont déjà passé un test. C'est vrai, quand j'ai lu les différentes lettres ouvertes, surtout celles adressées au chef de l'État, il y a eu d'autres actions. Hein. Oui. Moi, je félicite tous les responsables des aspirants à divers niveaux qui se battent ensemble avec nous tous pour que ce reversement-là devienne une réalité. Et lorsque j'ai lu la lettre ouverte, et c'est ça le rôle d'un leader, le leader n'est pas là pour tout peindre en noir. Il faut montrer des pas qui ont été posés dans la bonne direction. Parce que justement, au fil des années, il y a eu quand même un certain nombre d'efforts consentis par le gouvernement. Oui, nous y arrivons. Et il faut dire que l'aspirana, c'est ce que nous pouvons appeler la sédentarisation de ces enseignants qui étaient précédemment dans la vacation avec 9 heures par-ci, 9 heures par-là et tout. Donc c'est une bonne chose. Même si dans certains départements, on continue d'envoyer les aspirants dans 3 différents collèges. En principe, pour compléter les heures, l'aspirant doit parcourir 2 collèges qui ne doivent pas être très distants l'un de l'autre. Mais on constate que dans certains départements, les aspirants parcourent 3 collèges. Il y en a qui sont admis dans la base et qui attendent d'être appelés aussi pour servir leur pays. Et on pouvait le faire si le gouvernement n'a pas décidé de mettre en berne, de violer l'arrêté portant charge horaire hebdomadaire, parce que cela... En fait, vous n'allez pas parler de violation. Il y a, vous savez, quand on parle de recrutement, ce sont des charges. Et donc, compte tenu des moyens, on fait avec la politique de ces moyens. Il faut me suivre pour que je vous parle du test qui a été violé. Est-ce que vous voyez? Parce que pour vous, c'est un test qui a été violé. Oui, il y a un arrêté qui a été pris. L'arrêté 2019-069 du 27 novembre 2019 portant charge horaire hebdomadaire des professeurs des enseignements secondaires, généraux, techniques et professionnels. L'article 3 a précisé le quota horaire par diplôme et par catégorie. En principe, lorsque qu'un agent de l'État est professeur adjoint ou élève professeur adjoint, il exécute 20 heures par semaine, dont 2 heures d'animation pédagogique. Le professeur certifié ou l'élève professeur certifié en exécute 18, dont 2 heures d'animation pédagogique. Le même arrêté a déjà pénalisé un peu les collègues appelés aspirants parce qu'on les a surchargés en augmentant chaque fois 2 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aspirant élève professeur certifié exécute 20 heures. L'aspirant et professeur adjoint, élève professeur adjoint exécute 22 heures. Cet arrêté est là, mais c'est laissé de côté de bouche à oreille depuis l'année scolaire 2020-2021. On donne des instructions et les aspirants exécutent 26 heures, 28 heures, voire 30 heures. Humainement, ce n'est pas soutenable. Ce n'était pas un problème avant, parce que les vacataires avaient beaucoup d'heures qu'ils consentaient. Monsieur, nous sommes dans un état de droit. Est-ce que vous êtes fier qu'on dise qu'un arrêté a été pris? L'État, c'est une continuité, mais l'arrêté dont je parle a été même pris sous le régime de la rupture. Êtes-vous fier de savoir qu'un arrêté a été pris qui prévoit un quota horaire hebdomadaire et à côté, on fait autre chose alors que l'arrêté est en vigueur? Non, personne ne doit en être fier. Donc, on doit en parler. Donc, je disais qu'il y a des aspirants qui sont admis,
qui sont dans la base et qui attendent d'être déployés. Mais si on n'avait pas, si on n'est pas en train de violer constamment cet arrêté-là, mais on pouvait, si on respectait le quota qui a déjà prévu une augmentation de 2 heures, 2 heures là, si on respectait ce quota-là, on allait faire appel à d'autres aspirants qui ne cessent de nous contacter pour dire, plaider notre cas pour qu'on nous déploie aussi. Donc, cela dit, des efforts ont été faits. C'est cette image-là, oui, c'est-à-dire qui gêne un peu par rapport aux efforts du gouvernement que nous avons toujours salués. C'est toujours difficile aux syndicalistes de reconnaître les efforts qu'ils ont dit. Quels sont les efforts qui ont été faits concrètement? On va revenir au respect des dispositions de cet arrêté dont j'ai parlé. Et cela va à l'avantage. Alessandre Aguinan, je vous fais cette question. Quels sont les efforts consentis et qui sont louables? Les efforts et les responsables de la FENACEPIB l'ont reconnu à travers la lettre ouverte adressée au chef de l'État. On est passé de 9 mois à 11 mois et finalement à 12 mois. Oui. Puisque en 2022, l'annonce a été faite et c'est en ce moment que c'est passé à 11 mois, c'est-à-dire 10 mois pleins. Et les 2 derniers mois là, c'est moitié-moitié. Et par la suite, grâce à nos différentes interventions et tout ça là, les actions de lobbying et de plaidoyer et tout, le gouvernement a accédé à cette requête de payer 12 mois sur 12 aux aspirants. Au-delà de cela, il y a également la situation des aspirants par rapport au paiement des frais d'écolage de leurs enfants. Mais nous faisons le même travail, mais avant, vous allez constater qu'on vient renvoyer l'enfant d'un collègue aspirant parce que les tests n'ont pas prévu que son enfant soit exonéré du paiement des frais d'écolage. Et ça, c'est une humiliation. Donc, le gouvernement a accédé à cela et désormais, c'est chose faite. En dehors de cela, les femmes ne bénéficiaient pas de congés de maternité. C'est devenu une réalité. Et ces efforts-là, nous les avons salués. Mais il faut reconnaître que c'est le même gouvernement qui a promis le reversement depuis 2022. Et chaque fois, on dit, ça va se faire. Le mois qui suit, ça va se faire telle année. 2022 à 2025, il y en a qui étaient déjà dans la vacation. Avant l'aspirana, ça fait 6 ans. À la rentrée, on va commencer la 7e année avec l'expérience de l'aspirana. Et c'est le gouvernement même qui a évoqué un critère. Et nous avons estimé que c'est un critère objectif. À savoir, il faut procéder au reversement de ceux qui ont déjà passé 3 années en situation d'aspirana. Et lorsqu'on prend cette proposition-là, il faut dire que il y a déjà 4 ou 5 promotions qui méritent d'être reversées. Mais cette proposition-là, ça vient du gouvernement, ça ne vient pas de nous autres. Et nous autres, nous avons toujours demandé qu'on procède au reversement de tous les aspirants. Et lorsque l'on fait un petit calcul là, les aspirants ont déjà un salaire, 12 mois sur 12. C'est un complément qui va se faire. Donc, ceux qui évoquent plusieurs dizaines de milliards, non, un calcul fait ne donne pas plusieurs dizaines de milliards. Et lorsque... Vous savez, par exemple, le porte-parole du gouvernement ne peut pas quand même faire de faux calculs. C'est beaucoup d'argent. Après les différentes interventions, oui, il y a eu des calculs qui ont été faits par les acteurs concernés, les acteurs syndicaux qui ont circulé, mais personne n'a contesté cela. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que on doit attirer l'attention de tout le monde, nos gouvernants le savent, sur ce que représente l'éducation. Nous avons la loi d'orientation, la loi 2003-17 du 21 novembre 2003 qui a été modifiée par la loi du 5 octobre 2006, la loi portant orientation de l'éducation nationale en République du Bénin. L'article 1er est clair. L'éducation reste et demeure la première priorité nationale. Et cette loi
tire sa source de notre constitution qui est la loi fondamentale. Donc, on ne doit pas on ne doit pas faire trop de calculs et dire, bon, ça va coûter tel, ça va coûter tel, alors que c'est l'éducation qui est le socle de tout développement. Et mes collègues, mes camarades responsables d'aspirants l'ont rappelé dans leur lettre ouverte au chef de l'État. Donc, tout le monde a intérêt à ce que les AME soient reversés, qu'ils soient de la maternelle au secondaire, qu'on les reverse, parce que le chiffre est connu. Le chiffre est connu. Lorsqu'on prend ceux-là qui appartiennent à la première promotion, mais ils n'atteignent pas 20 000, elles se voient. Donc, on a toujours exigé qu'on reverse tout le monde, mais si on s'en tient à ceux qui ont commencé déjà depuis 6 ans et qui vont entamer bientôt la 7e année, mais ils n'atteignent pas 20 000. Et cela est soutenable par notre budget, puisque nous consentons tous des efforts à travers les impôts que nous payons et tout. Et l'éducation étant la priorité des priorités, pour avoir une éducation de qualité, on doit mettre les acteurs clés que sont les enseignants dans de très bonnes conditions. Je suis certainement peut-être d'accord, mais vous savez qu'on a des défis énergétiques, on a des défis par rapport à l'eau, on a des défis infrastructurels, il y a beaucoup d'autres choses. Les citoyens qui vont relever ces défis-là, ce sont des enseignants. Donc tout part de là et il n'y a pas de raison, il n'y a pas de justification même pour qu'on ne puisse pas procéder au reversement de ces armées. Ben, les tests sont clairs. Vous savez, on peut procéder lot par lot, pas tout le monde. Mais est-ce que ça a commencé? On a dit, on accepte même qu'on commence par ceux qui ont commencé il y a 3 ans. Il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Mais ça n'a pas commencé. Donc, ensemble, vous et moi, là, nous demandons au gouvernement. Ah non, c'est vous qui demandez. Bon, je vous reçois et vous demandez. Moi, je dis, dans votre famille, même j'ai eu à dire, et je le répète, dans chaque famille au Bénin, dans votre famille, même dans la famille du chef de l'État, il y a au moins un aspirant. Elle se voit. Donc, tout le monde a intérêt à ce que l'on procède au reversement des armes avant. Tout récemment, le porte-parole du gouvernement a encore fait une autre promesse. Fin du premier semestre de l'année 2025. Nous avons déjà entamé le second semestre et rien n'a bougé. Non, il est temps que le chef de l'État agisse, parce que c'est lui qui a le dernier mot. Il est temps qu'il agisse pour que ce reversement-là devienne une réalité. Et là, ce sera à son actif et nous avons foi qu'il va agir et qu'il va le faire, parce qu'il a dit qu'il va faire en sorte que l'on le porte en triomphe à la fin de son mandat. Donc, les chapelets de doléances que nous avons évoqués maintenant, que nous avons étalés, c'est pas tombé dans les oreilles du sourd. Certainement. C'est important. Très bien. Merci beaucoup. Vous êtes au secondaire, bien évidemment, mais vous êtes, vos yeux ne sont pas loin également de la technique, de la formation professionnelle. Il y a eu, le chef de l'État a un regret. Le fait de n'avoir pas pu sortir de terre ces nombreuses écoles, sinon ces nombreux lycées techniques qui étaient prévus, une centaine. Mais bientôt, il y aura quand même un nombre qui semble être finalisé. Déjà, les lycées techniques, qu'est-ce que cela pourrait apporter à notre pays, à notre système éducatif ou à la construction de notre nation? Merci. Je crois que pour qu'un pays se développe, on a besoin aussi bien des technocrates que des techniciens qui peuvent manipuler des machines et contribuer à l'essor économique du pays. Donc, c'est important de penser au lycée technique, mais dans ces lycées techniques-là, une chose est de les construire, mais une chose est de les équiper comme cela se doit. Elles se voient. Donc, nous avons des lycées qui existent déjà, il faut les équiper. Il faut également une bonne formation au profit des formateurs, que sont les enseignants, parce que tout se tient. Donc, il faut renforcer les capacités des enseignants, il faut tenir compte des objectifs de développement, parce que nous avons intérêt à voir, mais quelles sont
les domaines dans lesquels nous allons investir en matière de l'enseignement technique. Et quand on a fini d'identifier ces domaines-là, il faut maintenant former les formateurs qui vont pouvoir encadrer. Parce que dans les lycées, vous constatez qu'un seul enseignant est appelé à enseigner 3 disciplines. Cela pose un problème. Ça veut dire que les spécialistes nous manquent. D'où la nécessité de recruter et de former les enseignants. Donc, il faut recruter les enseignants, il faut les former, il faut construire les lycées, il faut les équiper. Et là, je crois que nous allons avoir des techniciens capables de relever les défis de développement qui sont les nôtres. Très bien. Et pour finir, malheureusement, nous tendons vers la fin de nos échanges. Oui, ça passe vite, mais on va parler tout de même des emplois. Vous savez, on parle de 65 ans d'indépendance. Il y a des emplois qui ont été créés, surtout ces 10 dernières années. Quelle est votre opinion sur la question? Bon, emplois créés, oui, mais il faut voir la population béninoise et l'effectif des agents de l'État, si je prends les agents de l'État, puisque ce ne sont pas seulement les agents de l'État qui sont des employés, c'est à peine 5%. Et lorsque nous prenons le secteur privé aussi, je vous ai parlé tantôt des réformes, les réformes, puisque la vision du chef de l'État, qui est un entrepreneur bon teint, c'est qu'on offre des facilités aux promoteurs d'entreprises et en agissant ainsi, on précarise l'emploi. Nous l'avons dit tantôt. Donc, c'est vrai, il y a eu des emplois, mais des emplois précaires. Et il y a surtout la question du sous-emploi. Le sous-emploi, ça fait plus de 72% de la population active dans notre pays, c'est-à-dire des gens qui ont des profils, mais qui n'obtiennent pas des emplois liés à ces profils-là, à ces qualifications, qui sont obligés d'accepter ce qu'ils trouvent pour le moment, et ils ne sont pas rémunérés non plus à la hauteur de leur profil, tout ça là. Donc, je crois que c'est une situation à revoir. Il faut sécuriser l'emploi. Il faut sécuriser l'emploi. Et quand nous demandions la relecture de ces lois-là, que ce soit la loi sur l'embauche, que ce soit la loi portant statut général de la fonction publique, et parce que je vous ai parlé de 15 échelons, et on n'est pas allé à 15, les gens sont bloqués, donc on doit agir rapidement. La loi sur la grève aussi, le chef de l'État a dit qu'il souhaite qu'on expérimente ces lois-là pendant au moins 2 ans. Et ça fait déjà plus de 2 ans, même plus de 5 ans que ces lois ont été... Après l'expérience, certainement que ça a été réluisant pour le chef de l'État. C'est pourquoi il ne passe pas à une relecture. Ah non. Quand vous dites réluisant pour le chef de l'État, je crois que ce n'est pas quand le chef de l'État se dit qu'il est satisfait qu'il faut dire que c'est une loi qui arrange les travailleurs. Le chef de l'État, lui, il est élu, mais les travailleurs, la grande masse, est là. Et il faut procéder à la relecture de ces lois-là, compte tenu de l'expérience qu'on a faite par rapport à ça. Je reviens toujours sur la loi portant statut général de la fonction publique. On n'a pas pris les décrets d'application. Si on veut s'en tenir à ce qui était contenu dans la loi portant statut général permanent de l'État, là, on s'en tient à l'échelon 12 et on débloque la situation. Mais si on doit aller à 15, il faut prendre les tests, il faut prendre les décrets et arrêter d'application. Voilà. Donc, à ce niveau-là, le gouvernement n'a pas joué correctement sa partition. Les autres lois aussi, compte tenu des expériences faites et des insuffisants relevés, il est important qu'on procède également à leur relecture pour le bonheur des travailleurs. Parce que lorsqu'un travailleur n'est pas en sécurité, il ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Très bien. Il faut dire aussi que en matière de conditions de vie et de travail, je crois que les salaires n'évoluent pas conformément au coût de la vie. Est-ce que vous voyez? Nous avons eu... Et donc il doit y avoir une proportionnalité entre... Vous savez, personne n'a
trouver que les salaires politiques qui ont connu une augmentation là, que c'est une mauvaise chose. Non. Mais quand on a fini d'améliorer les salaires politiques, parce que c'est ça qui fait que tout le monde court vers la politique pour occuper des postes de responsabilité, avoir des avantages. Mais si tout le monde devient politicien, qui est-ce qu'on va trouver dans l'administration? Qui sera enseignant? Qui va travailler pour l'État? Donc, lorsqu'on a fini d'améliorer les salaires politiques, pour que les travailleurs se sentent également à l'aise, il faut améliorer les salaires des travailleurs. Mais c'est le jour et la nuit, les salaires politiques ont été améliorés. Ben, les salaires politiques, vous savez que c'est pour un temps, et puis c'est des risques également. Il y a énormément qui de ne risques. prend pas de risques? Les travailleurs, ceux qui prennent plus de risques, ce sont les travailleurs, parce que les acteurs politiques, mais ils sont au service de la nation, mais ils ont des avantages particuliers. Et se voyez, tout le monde ne peut pas être ministre, c'est vrai, mais quand on sait qu'il y a de la richesse à partager, il ne faudrait pas qu'il y ait cette disproportion-là. Et se voyez, donc, on doit regarder également du côté des travailleurs, parce que ce sont les travailleurs qui produisent la richesse. Et c'est important pour une justice sociale digne du nom. On doit se pencher du côté des travailleurs pour améliorer leurs conditions de vie, pour qu'ils quittent la misère. Très bien. La question des pensions de retraite et tout ça là, les lois qui ont été modifiées, voilà des lois qu'on doit relire, parce que lorsque vous allez à la retraite et votre pension ne vous permet pas de survivre, mais on vous précipite à la mort, cela pose un véritable problème. Très bien. Pour finir, est-ce que les élections générales de 2026 constituent des enjeux aujourd'hui pour les travailleurs, pour les responsables syndicaux que vous avez? Oui, parce que vous savez, nous avons rappelé tout à l'heure que nous avons fait confiance au régime de la rupture à travers la Charte nationale du dialogue social, parce que le plus important, c'est que les travailleurs, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé, se sentent à l'aise. Donc, nous avons manifesté notre déception parce que la charte n'a pas été mise en œuvre, et le Conseil national du dialogue social a été dissous, le dialogue n'est pas fécond. Donc, nous devons nous intéresser à ceux qui aspirent nous diriger à l'avenir, et nous devons chercher à les rencontrer, échanger avec eux pour voir véritablement ce qu'ils proposent pour les travailleurs et savoir quelle conduite tenir le moment venu dans tout ça. Et donc, vous voulez être regardant dans les projets de société? Oui, nous devons être regardants. Si nous ne sommes pas regardants, ça veut dire que nous ne jouons pas notre rôle de représentant des travailleurs, puisque le chef de l'État, moi, en tant qu'enseignant, en tant que membre du Front à l'époque, le candidat Patrice Talon, avait rencontré le Front. J'étais à cette rencontre-là. D'ailleurs, tous les candidats sont passés devant le Front d'action des syndicats de l'éducation à l'époque, et il a promis rendre le métier d'enseignant plus attractif. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas, il n'y a pas eu de situation spécifique pour les enseignants. Nous n'avons rien obtenu. Donc, vous n'allez pas dire que vous n'avez rien obtenu. Non, il y a eu tout de même des avancées. De façon spécifique, vous pouvez le dire. Vous savez qu'il y a eu incidence, il y a des incidences qui ont été apportées au salaire, à un certain nombre de choses. Je vais vous rappeler quelque chose, puisque vous m'obligez à le dire. Malheureusement, on est à la fin. Vous le dites à quelqu'un. Parce que les enseignants, sous le régime défunt, ont eu 25% qui les accompagnent à la retraite à l'occasion d'incitation à la fonction enseignante. Sous ce régime, les enseignants n'ont rien eu de spécifique, mais nous avons fait confiance au candidat Patrice Talon qui a promis rendre le métier d'enseignant plus attractif. Donc, il reverse les armes, il améliore les conditions de vie de tous les travailleurs, notamment des enseignants qui ont bénéficié de ces conditions-là dans les pays de la sous-région et tout, pour que l'on le porte en triomphe et à la fin de son mandat. C'est pour cela que nous devons être regardants par rapport au projet de société de ceux qui aspirent nous diriger en 2026. Très bien, voilà. Merci beaucoup à vous, Alessandre Aguina. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres aspects que nous aurions dû toucher, mais ce n'est que partie remise. Votre mot de fin en 30 secondes? Non, si je dois dire un mot de fin, c'est de lancer un appel au gouvernement, surtout au chef de l'État, et par rapport aux différents problèmes de carrière, parce que le chef de l'État est à l'écoute, il a toutes les informations et on lui rend compte de tout ce qui se dit, de tout ce qui se passe.
il est bon qu'il procède au reversement des armes parce que cela va améliorer la qualité de l'offre éducative. Ce sont les travailleurs qu'on va reverser qui gagnent, mais surtout c'est le secteur de l'éducation qui gagne. Et en dehors de cela, la question de l'échelon 11 qui est bloqué, mais s'il n'est pas informé, et on le lui dit, ce n'est pas une bonne chose, ça désavantage les travailleurs, certains sont déjà allés à la retraite, et les problèmes de carrière, que des instructions soient données pour que les problèmes de carrière soient réglés et qu'on procède à une amélioration substantielle des revenus des travailleurs et leur pension de retraite pour les services qu'ils ont rendus à la nation. Très bien. Merci beaucoup à vous, Alessandre Aguiena. Vous êtes donc enseignant du secondaire. Vous êtes également responsable syndical puisque vous êtes le secrétaire général du SNES TFP Bénin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est fini pour ce numéro de votre émission Matin Libre Politique. On a parlé de la lutte syndicale. On va se retrouver très incessamment sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien. Agréable suite à chacun et à tous.